donc va être présenté par Enginesoft et donc va parler d'impression 3D, de simulation d'impression 3D pour le BTP, donc pour la construction de bâtiments en impression 3D avec du ciment. Donc les résultats vont être qui ont été obtenus dans cette étude, enfin dans cette étude, dans ces travaux, ont été obtenus dans le cadre du projet FAMIX. Et, donc, ces résultats ont été obtenus par Juba Amrioui, donc, qui est de l'Université de Tours, qui est un des acteurs de ce projet. Donc, je vais commencer par une petite introduction au logiciel ParticleWorks et à la méthode MPS, donc, qui est la méthode numérique qui est utilisée dans le logiciel ParticleWorks. Donc, la méthode MPS pour la CFD, donc pour la mécanique des fluides numériques. Donc classiquement, ce qu'on peut voir ici, à gauche, donc ça va être les méthodes qu'on utilise classiquement en CFD de type volume fini, donc qui sont des approches eulériennes et qui sont basées sur un maillage du volume fluide. La méthode MPS, contrairement aux méthodes eulériennes, c'est une méthode lagrangienne qui va se baser sur une discrétisation du volume fluide par des particules. Et donc cette méthode, elle a été développée à la base par le professeur Koshizuka à l'université de Tokyo, qui est un des cofondateurs de l'entreprise Prometech, qui est donc l'éditeur du logiciel ParticleWorks. Donc c'est une méthode numérique qui permet de simuler des phénomènes assez particuliers, donc plutôt des phénomènes d'écoulement en surface libre. Donc ici, on voit de la lubrification de système de transmission, ici aussi. Donc ça va permettre en fait de simuler des systèmes dans lesquels on va avoir des géométries complexes, avec de la rotation, de la translation, des gouttes, du splashing, des surfaces libres assez complexes. Ici aussi, un véhicule dans un passage de quai. Donc qui sont des phénomènes qui sont classiquement assez compliqués à simuler avec des méthodes de type volume fini. Donc c'est une méthode sans maillage qui permet donc de passer par exemple d'une géométrie très simple, on va importer directement notre géométrie dans le logiciel ParticleWorks sous format STL. Et donc on va pouvoir directement, en ajoutant quelques conditions limites, passer directement, enfin des conditions limites, des paramètres numériques, travailler un petit peu le modèle, mais on va pouvoir très vite passer à la phase de simulation, puisqu'on n'a pas toute cette étape de travail du maillage du volume fluide à étudier. Donc, sous ParticleWorks, on peut simuler différentes choses. Bien sûr, des liquides non newtoniens, je le spécifie ici puisque c'est de ça dont on va parler dans ce webinaire, avec la méthode MPS, Moving Particle Simulation. On peut simuler des poudres de type des sédiments, du gravier, avec une méthode de type DEM, donc Discrete Element Method. On peut simuler les phases gazeuses, donc souvent de l'air, par une méthode volume fini avec un maillage cartésien assez simple. On peut faire interagir tout ça, donc les particules solides avec la phase fluide, la phase liquide ou la phase gaz en volume fini. Et on peut aussi calculer des transferts thermiques entre toutes ces différentes phases. Donc aujourd'hui, dans le monde du BTP, on a des entreprises comme par exemple Construction 3D, ici, qui sont capables de faire de l'impression de bâtiments avec des imprimantes 3D. Donc c'est de ça dont on va parler. Voilà, on peut voir ici qu'on a une machine qui va venir injecter du ciment et qui est capable d'imprimer un bâtiment en entier. Et donc, il faut, et donc dans ces constructions, on a différentes choses à regarder, dont l'écoulement du ciment à la sortie de ces machines, les mélanges, plein de choses qui ont rapport avec la mécanique des fluides. Et donc, sous ParticleWorks, nous avions déjà réalisé quelques études d'impression 3D, et dans le cadre du projet FAMIX, Juba a travaillé sur l'impression 3D de ciment pour
l'impression 3D de bâtiments. Donc la première chose à faire, ça va être de caractériser les propriétés rhéologiques des mortiers qui sont utilisés. Donc on va regarder quels sont les tests expérimentaux qui ont été menés pour caractériser ces fluides. Donc c'est une approche in situ de Roussel qui a été utilisée. C'est une approche qui établit des corrélations solides entre les propriétés rhéologiques du mortier et deux essais in situ particulièrement pratiques qui ne nécessitent pas de matériel très complexe. Donc on va avoir le premier qui est un test on va vider en fait un cône rempli de mortier sur une table à l'horizontale. Et le deuxième qui est le test du cône de marche. Donc c'est une méthode alternative aux essais rhéométriques pour caractériser les propriétés rhéologiques des mortiers. Donc cette méthode a été réalisée par le labo pour caractériser les fluides étudiés. Donc deux caractéristiques visées, le seuil de cisaillement et la viscosité plastique. Donc le premier test, c'est le cône d'Abrams qui permet de mesurer le seuil de cisaillement statique taux 0. Donc 3 mini-cônes ont été utilisés. Le test il consiste donc à calculer le seuil de cisaillement statique en mesurant le rayon de la galette de mortier après étalement et le volume de mortier qui est contenu dans les cônes. Donc il y a 3 cônes pour vérifier la répétabilité et avoir des résultats plus fiables. Donc on a une loi qui a été établie donc, par cette étude qui relie donc justement le rayon de la galette de mortier après étalement, le volume de mortier testé. On a 3 volumes différents puisque les cônes vont être différents. Et donc, on peut voir, par exemple, que ici, la courbe analytique, qui est la courbe du milieu. Donc là, on regarde l'étalement en fonction du taux en fonction du cisaillement statique taux 0. Et donc, on voit que les courbes expérimentales des tests collent bien à la courbe analytique. Donc, c'est un test qui est assez fiable. Donc les résultats expérimentaux obtenus, donc il y a 3 cônes testés pour chaque formulation, puisque différentes formulations de mortier ont été testées. La moyenne des 3 cônes est utilisée pour calculer le seuil de cisaillement. Donc ici, on regarde l'étalement en fonction des différents cônes, et on a 3 formulations différentes qui ont été testées. Et on peut voir que d'un cône sur l'autre, on a à peu près une bonne répétabilité des résultats. Et donc, par exemple, pour la formulation 2, on va utiliser une moyenne des 3 cônes avec un seuil cisaillement moyen d'environ 25 pascal. Le deuxième test, c'est le test du cône de marche. Donc, on va regarder en fait le temps que met ce cône à se vider dans un récipient dont on va mesurer le volume. Et ceci va permettre de déterminer la viscosité plastique. Donc ici, la loi établie, elle relie la viscosité plastique, le temps d'écoulement et des constantes qui sont des fonctions des caractéristiques géométriques de l'essai, enfin, du cône. Donc on voit AV et BV, constantes qui sont fonctions donc de différents paramètres qui sont des paramètres géométriques. Et on va utiliser 2 cônes différents. Donc on aura 2 volumes différents et on obtient à la fin 2 temps d'écoulement différents et donc 2 viscosités plastiques qui sont un poil différentes. Et donc dans les simulations réalisées, une valeur moyenne de 3,8 pascal seconde sera considérée. Donc on peut voir que on a une bonne répétabilité qui donne donc la possibilité de valider une valeur solide de viscosité, une valeur fiable de viscosité plastique. Donc ici, on peut voir que pour chaque formulation, on va avoir à peu près les mêmes courbes de volume en fonction du temps, même courbe de débit en fonction du temps euh, pour les 2 cônes. Donc ensuite, l'idée, c'était donc de calibrer le modèle en utilisant les essais qui ont été faits. Donc on essaie
L'idée, c'est d'essayer de simuler les essais qui ont été réalisés ici pour déterminer les propriétés rhéologiques, pour vérifier le modèle numérique et l'utiliser sur des cas industriels plus avancés. Donc quelques paramètres numériques généraux. Alors la taille des particules, ça dépendra la taille des particules et le pas de temps, ça dépendra des essais, donc c'est pas à retenir. On a des schémas numériques qui sont implicites, un nombre de courants, donc CFL, de 0,2, un courant limiteur qui est utilisé. Les matériaux étudiés sera du mortier. On a des densités qui sont autour de 2000 kg par mètre cube. Et le modèle de viscosité qui sera utilisé est un modèle de Bingham. Donc je rappelle le modèle de Bingham. Donc le béton, c'est un fluide non newtonien qui est simulé par le modèle de Bingham ici. Et dans Particle Works, on a un modèle de biviscosité, donc fluide viscoplastique à l'état fluide et fluide très visqueux dans un état rigide. Donc ce qu'il faut retenir au-delà des formules, c'est que le modèle de Bingham, euh, il modélise un fluide qui va avoir un caractère plutôt solide quand on lui impose pas de contraintes, et dès qu'on va venir lui appliquer une contrainte de plus en plus élevée, il va se fluidifier et donc il va commencer à s'écouler. Donc voilà, dans ce modèle, on a une viscosité apparente à l'état fluide, une viscosité apparente à l'état rigide pour un niveau de déformation plus faible. Et dès qu'on va passer à un niveau de déformation plus élevé, on va avoir une viscosité apparente à l'état fluide. Donc ce critère de cisaillement, il va être défini par la formule qu'on voit en bas à gauche, donc critère de cisaillement, qui est 2 fois CY fois taux 0 divisé par la viscosité plastique. Donc tout est déjà déterminé par les lois rhéologiques, par les expériences qu'on a faites juste avant, et ce qui reste à déterminer, donc c'est le paramètre de seuil CY, qui est un paramètre ajusté numériquement. Donc calibration du modèle de Bingham avec le cône de marche. Donc on a des données d'entrée avec une taille de particules, une densité, euh, caractéristiques de la loi de Bingham qui ont été déterminées par les essais. Et donc, on va faire varier ce CY et qui va justement modifier ce critère de cisaillement gamma.c. Et donc, plus on va diminuer ce CY, plus gamma.c va diminuer et ça va aussi rendre les calculs plus lents. Dans la littérature, donc ce qu'on voit dans les études qui sont citées ici, c'est que le gamma.c doit être autour de 10 puissance moins 1 seconde moins 1. Donc l'idée, ça va être de faire varier ce CY sur le test du cône de marche. Donc on va resimuler ce test en faisant varier le CY. Donc dans un premier temps, on peut regarder le comportement de manière visuelle qualitative. On va voir que suivant les valeurs de CY, on va avoir un écoulement, pour l'instant ça ne se voit pas trop, mais à 0,01 pour le CY, on va voir que la viscosité est plus importante et donc l'écoulement est plus lent. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on va retrouver sur l'essai expérimental. Ensuite, si on regarde les valeurs quantitatives de débit, on voit qu'en fait, plus on baisse le CY, plus ici, donc ce qu'on voit, c'est que la courbe pleine en rouge, c'est la courbe de débit expérimentale pour différentes formulations. Et on voit que plus on baisse le CY, plus les courbes se rapprochent de la courbe expérimentale. Et si on regarde aussi les mesures de volume en fonction du temps, on va voir à peu près la même chose. Plus on baisse le CY, plus les courbes viennent s'approcher des courbes expérimentales de volume. Donc conclusion, le CY doit être gardé dans un intervalle de 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 2, pour avoir un gamma.c qui est correct vis-à-vis de la littérature. Et correct aussi vis-à-vis des tests expérimentaux qu'on est capable de reproduire avec la simulation ici.
Donc c'est vérifié aussi sur les courbes de volume. Donc on peut voir qu'effectivement, celle qui correspond au CY retenu pour les simulations, elles sont bien proches des courbes expérimentales. Alors, validation du test d'étalement avec les 3 cônes différents. Donc pareil, on va resimuler les 3 tests avec les 3 cônes différents. On peut voir que on a une très bonne corrélation des résultats sur la taille de la galette une fois la simulation terminée. Donc on voit ici l'étalement en fonction de chaque cône, et en rouge expérimental, en gris la valeur numérique. On voit que c'est vraiment très proche. Alors, on a fait ensuite ce qui a été réalisé, donc c'est une validation du modèle sur un exemple de la littérature. Donc c'est une expérience qui permet de caractériser la viscosité plastique à partir du temps d'écoulement du réservoir qui est en forme de V ici, et du débit en sortie de la buse. Donc on a le seuil de cisaillement calculé à partir des hauteurs de la nappe dans le box en plexiglas. Et donc cette méthode expérimentale, elle permet, cette méthode expérimentale, elle permet de déterminer donc les deux valeurs en un seul essai, ce qui la rend particulièrement intéressante. Donc validation du modèle donc, sur ce test. Donc ce test a été réalisé en simulation numérique sous ParticleWorks. Voilà, c'est juste pour avoir un aperçu visuel du résultat. Et ensuite, ce qui a été calculé, donc c'est le débit en fonction du temps et le volume. Et on a aussi le volume restant. Dans le cas de la simulation, donc la viscosité plastique et le taux de cisaillement sont fixés, donc c'est obligatoire pour définir la loi rhéologique avant de démarrer la simulation. Et on détermine donc 2 choses, le temps d'écoulement jusqu'à ce que le réservoir soit vide, et le débit en fonction du temps. Et aussi les mesures de hauteur dans le box, initiale et finale. Et donc ça permet d'obtenir la viscosité plastique, et aussi le taux. Donc, quand on regarde les résultats, donc ici, qu'est-ce qu'on va voir sur le graphique de gauche? On voit que le temps d'écoulement en expérience et en simulation sont très proches. Donc en fait, en ordonnée et en abscisse, on a les temps d'écoulement expérimentaux et numériques. Et donc on a un coef de régression qui est très proche de 1. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a à droite la relation entre viscosité plastique et temps de simulation expérimentale sont très proches. Donc on a une erreur relative de 7%. Enfin, donc l'objectif ici, c'était, dernières avancées sur les travaux, c'était de simuler un mélangeur statique. Donc qu'est-ce qu'un mélangeur statique? Le mélangeur statique, donc ici, on va avoir donc le mélangeur statique, il est pointé par la flèche, il est ici. On va avoir de chaque côté donc un mortier à base de sable et de poudre de calcaire, un mortier cimentaire, qui vont être injectés de chaque côté du mélangeur. On va avoir un mélangeur qui est ici, et ensuite on va avoir une colonne qui va permettre ensuite d'injecter le mélange. Donc le mélangeur statique hélicoïdal, à quoi ça ressemble? On le voit ici. On a un exemple avec 20 éléments ici. Et donc on va voir juste après. Donc c'est une forme inspirée d'une étude de 2022. Donc on va avoir un premier mortier, un deuxième avec des caractéristiques aussi. Ils vont être injectés de chaque côté, donc mortier 1, mortier 2, injectés dans le mélangeur, et ils vont se mélanger suivant les éléments ici. Donc là, on peut voir en vidéo ce qui va se passer. J'avance un petit peu. On voit que petit à petit, le mélange devient de plus en plus homogène. Et donc ensuite, on va avoir une extrusion ici.
Donc l'idée, c'était, c'est ici de, calculer, de venir regarder, de manière quantitative, l'homogénéité du mélange dans le mélangeur statique, en fonction du nombre d'éléments dans le mélangeur, nombre d'éléments hélicoïdaux dans le mélangeur. Donc des cellules ont été placées. Donc là, on va regarder en fait dans cette slide la taille des cellules qui va être, donc A, ça va être un facteur multiplié par la taille des particules. Et ici, la taille des particules, c'est 0,7 mm. Donc on va mesurer l'entropie de Shannon, qui est une valeur qui permet de déterminer l'homogénéité d'un mélange entre deux fluides. Donc l'objectif ici, c'est d'observer une échelle mésoscopique qui va être une représentation locale équilibrée, pas une échelle macroscopique, donc pas des valeurs de coefficient de taille de cellule de 7 à 10, et pas non plus de 1 à 2, mais plutôt autour de 4-5. Donc si on regarde ici, donc ici on a l'entropie de Shannon en abscisse, en ordonnée le nombre d'éléments, donc plus on descend, plus on est bas dans le mélangeur. Et chaque courbe correspond à une taille de cellule de mesure différente. Donc plus on augmente ici la taille de cellule, plus en fait on va avoir une taille de cellule qui est très large pour la mesure du mélange. Donc là l'objectif c'est de conserver une taille de cellule avec un coefficient de 4 ou 5. Et donc on voit ici que pour des valeurs, donc plutôt pour une échelle microscopique, on va effectivement avoir des valeurs très différentes de quand on commence à augmenter le facteur. Et quand on commence à être à 4-5, on va avoir une entropie de Shannon qui est plus élevée à mesure qu'on avance dans le nombre d'éléments. Plus on descend dans le mélangeur. Donc l'objectif, c'était... donc là, c'est aussi... oui, avant de regarder les résultats aussi, il fallait travailler sur la taille des particules, donc savoir si... donc un peu faire une convergence, comme on fait une convergence en maillage en CFD classique, faire une convergence en taille de particules. Donc est-ce que si on diminue la taille de particules de plus en plus, est-ce qu'on obtient toujours les mêmes résultats sur ces mesures d'entropie? Donc ce qu'on peut voir, c'est que à partir, donc on voit que pour une taille de 2 mm, on a effectivement des valeurs qui sont quand même différentes d'entropie de Shannon à mesure qu'on descend dans le mélangeur. À partir d'une taille de particules de 1 mm, si on descend à 0,7, 0,5, on va avoir des courbes qui sont sensiblement proches. Donc ça permet de dire qu'on n'est pas obligé de diminuer notre taille de particules jusqu'à 0,1 ou même encore en dessous, ce qui augmenterait considérablement les temps de calcul. Enfin, ce qu'on peut voir dans l'étude sur laquelle sur laquelle sont basés ces tests de simulation, c'est qu'on va avoir une asymptote à S égale 0,9. Donc d'après la courbe de tendance, il faut environ 30 éléments hélicoïdaux pour atteindre cette asymptote. Donc l'idée, c'était de regarder est-ce que nos simulations reproduisent effectivement, euh, cette asymptote. Donc si on regarde les résultats, donc ça c'est la courbe théorique qui va atteindre l'asymptote à partir de une entropie de Shannon de 0,9. Et on voit encore une fois qu'avec une taille de particules de 0,5, on a vraiment nos points de mesure de simulation numérique sous ParticleWorks qui va vraiment suivre cette courbe. Donc encore une fois, c'est un bon point d'avancement sur ce test qui est là plus un test expérimental, enfin basé sur une étude expérimentale simple, mais un cas de mélangeur un peu plus avancé. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.